Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va tourner les pages cette fois-ci, on va parler bien sûr de livres, on va en parler avec Koulsoum Lelibou dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum Lelibou et bonsoir Christophe Chabiran. Bonsoir. Alors, c'est pas peine que je vous dise que c'est Christophe Chabiran qui est l'invité de Koulsoum Lelibou, puisque j'ai défloré le sujet. Alors, on parle de quoi, Koulsoum ? Alors, aujourd'hui, on parle du dernier livre sorti de Christophe, donc Origine. Qui passe là. Alors là, c'est moi qui vous le montre, donc voilà. Du rouge sur du blanc. Ouais. Ah ben oui, parce que vous allez voir, oui, il y a du rouge à l'intérieur. Donc trois histoires, trois nouvelles très fortes, qui traitent de sujets d'actualité et même universels et qui vous prend aux tripes. Et comme toute nouvelle, quand on commence à les lire, à un moment, on ne s'attend pas. On ne s'attend pas à la fin, la chute, c'est la définition même de... Oui, la chute pour la nouvelle, oui. Voilà. Donc, la première nouvelle, Vidar. Oui. Alors, oui. Vidar, le nom, ce choix de ce titre, alors, comme Vidar. Le choix du titre, c'est comme l'histoire se passe en partie pendant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, Vidar, c'est un dieu germanique, c'est celui de la vengeance et du silence. Ouais. Oui. Et donc, ça raconte l'histoire de cette grand-mère. À 80 ans, elle décide de raconter à son unique petit-fils ce qu'elle a vécu. Ce qu'elle a vécu, son histoire. Et quelle histoire! Parce que là... Oui, mais c'est vrai que c'est une histoire singulière, mais je pense qu'elle est... Évidemment, tous les développements qu'il y aura à l'histoire, forcément, ne sont pas forcément fréquents, c'est de l'ordre du roman. Oui. Mais cette histoire personnelle qu'elle a vécue, elle a été commune au moment de la libération en France, puisqu'il s'agit, on ne va pas tout déflorer, mais il s'agit d'une dame qui a connu un amour avec un officier allemand. Heinrich, le beau Heinrich. Et elle va être à la libération, tondue, violée, battue, etc. Oui, c'était la punition de l'époque. On les tondait et puis on les amenait en public pour le montrer, pour qu'elles soient montrées à... On rasait la tête aussi. Oui, et puis des fois on les dénudait, on leur tout à fait. On déchirait leurs robes. Des peintures, des croix gammées sur le corps. Sur le front, généralement. Vous voyez les croix gammées là. C'est quelque chose d'absolument révoltant et épouvantable, bien sûr. Ouais. Mais c'est toujours qu'on dit, c'est le vainqueur qui décide et... Malheur au vaincu. Ouais. Oui. Et donc, et là, toute cette première partie qui raconte cet amour, en fait, ça arrive comme ça. Ils l'ont pas choisi. C'est ces deux jeunes, en fait, qui vont commencer à s'aimer. C'est un coup de foudre. Voilà, c'est Quelles ça. que soient les barrières érigées entre les peuples, on ne peut pas décider d'un coup de foudre. Ouais. De toute façon, quand on regarde l'histoire du XXe siècle, que ce soit les Américains au Vietnam, que ce soit les Français dans les guerres, que ce soit en Algérie ou en Indochine, là, on voit toujours qu'il y a des couples qui se font et là, malheureusement, il y a les enfants qui naissent qui n'ont pas qui peuvent difficilement choisir une patrie. Oui, c'est forcément très très compliqué, oui. Oui, c'est compliqué. Et donc dans l'histoire, en fait, c'est son petit-fils, c'est la première personne à qui elle va se dévoiler. Voilà, elle n'a jamais raconté son histoire à personne. Elle n'a jamais se taire pendant toutes ces années. Et même, elle s'est complètement exilée, puisque tout ça s'est passé donc, dans la province, en France. Et elle vient à La Réunion, elle aura une vie complètement différente, complètement à La Réunion. Et elle n'en parlera jamais à personne, sauf au moment où elle va sentir que sa santé décline, qu'elle va mourir et qu'elle veut transmettre à son unique petit-fils, à sa descendance, son histoire. Son histoire, surtout qu'il aime l'allemand aussi. Il y a une espèce de fibre génétique. Ouais, je sais pas si c'est inné. Enfin, je pensais que les langues c'était pas si inné que ça, mais bon. Peut-être que vous savez, dans les secrets familiaux, des fois, le secret était bien gardé et tout, et quand même, par certaines voies détournées, il transpire et
et il passe aux générations suivantes. Donc ensuite, la deuxième nouvelle, Origine. Alors là aussi, c'est l'histoire d'Adrien, un jeune adolescent qui a souvent ce mal-être, qui a envie de crier, qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Oui. Et puis, coup de foudre aussi, il rencontre Aurore. Et puis, donc, ces deux jeunes vont évoluer ensemble. Et lui, il va, comme l'indique le titre, rechercher d'où il vient. Voilà. Et il va d'abord découvrir que, il va découvrir par le regard des autres qu'il est métis, qu'il n'est pas de la même couleur que ses parents, ce qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Et donc, oui, c'est dans une bagarre qui se dit, oui, ben toi t'es noir, enfin pourquoi t'es noir et tes parents sont blancs, quelque chose comme ça. Oui, parce qu'il dit que son père va venir le défendre, et l'autre lui dit, ben non, ça peut pas être ton père, puisque toi t'es noir et tes parents sont blancs. Donc là, il tombe de haut, parce qu'il n'avait jamais... les enfants voient pas les couleurs et tout ce que ce qu'on met comme préjugé a priori. C'est difficile de voir des couleurs quand on regarde avec les yeux du cœur. Mais oui, Saint-Exupéry. Surtout Saint-Exupéry. Surtout qu'il avait une petite sœur, Isa, qui est aussi noire. Métis aussi, parce que tous les deux sont des métis qui ont été adoptés et qui viennent de la Réunion. Ouais. Donc lui, quand il va avoir un enfant, lui-même, il va être à la recherche de ses origines. C'est ce qui va déclencher. Et c'est souvent l'enfant qui arrive, qui met le parent dans cette situation-là. Parce que pour pouvoir transmettre quelque chose à l'enfant, il faut déjà que le parent sache ses origines, connaisse ses racines. Et c'est là on se retrouve dans une situation particulière. Il faut aller à la recherche de quelque chose qu'on n'a pas voulu connaître au départ. Oui, et ce qui est vraiment fort dans l'histoire, c'est que il a cette capacité de pardon. Je veux dire, il leur en veut pas. Non. À aucun moment, il en veut. C'est pas du tout la nouvelle, elle concerne pas du tout ça. Il accepte. Il va découvrir donc ce qui s'est passé. Il va accepter ce qui s'est passé. Mais je veux dire, ils ont une capacité quand même, ces enfants, de pardonner leurs parents biologiques qui est moi, je trouve ça toujours fort. Pourquoi ? Parce que toujours en vouloir au passé, c'est porter des boulets. C'est toujours porter des fardeaux. Quand on pardonne, c'est pas tellement qu'on a envie de pardonner. C'est que ça fait du bien de lâcher le boulet qu'on traîne. Ouais. Oui, c'est à la fois bien de connaître son passé et aussi il faut savoir s'en libérer pour progresser. Eux, ils sont quand même, ils ont été adoptés par un père ébéniste, une mère couturière. Enfin, c'est quand même je veux dire, ils ont été bien cadrés, si ils ont pas été, c'est pas les enfants de la Creuse, c'est sûr, ils ont été bien traités, ils ont été aimés. Mais ça suffit de toute façon quand même pas. Ça suffit pas, voilà, c'était ça. À combler ce manque des origines, le manque de son histoire. Il y a quand même ce vide qui persiste. Il y a une réalité de toute façon dans ce qu'est l'être humain, surtout aujourd'hui, parce que se connaître, communiquer, échanger, connaître ses racines, connaître son passé, et lorsqu'il y a ce manque, l'être n'est pas en équilibre. Il y a un gros déséquilibre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde, que ce soit au niveau du transgénérationnel, que ce soit au niveau des liens familiaux, il y a toujours un désordre quelque part s'il y a un manque. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est un vide qui se creuse et qu'on a toujours envie de combler par parfois des futilités. Oui, ça peut être déclencheur d'un mal-être et par exemple d'addiction aussi, pour compenser ce manque affectif. Alors, la troisième nouvelle, parce que là, vous êtes sur 3 nouvelles. Oui. 3 longues nouvelles. C'est entre le court roman et longue nouvelle. Oui, parce que ça change des habitudes, parce que les autres, Ferenga, les yeux verts, on a l'habitude de ces petites histoires. Très courtes histoires. Très courtes. Beaucoup, mais très courtes. Oui, là, je suis plus dans le format un peu de mes romans policiers. Ah oui, des longues nouvelles.
que vous avez emmené là d'ailleurs, on en parlera après. Donc GM, alors là aussi, un titre qui, paf, Oui, GM, qui plante c'est le l'enfer décor. dans la Hein. Bible, donc ça commence à parler dès le départ. Ouais, dès le départ, GM, on se dit, oula, où est-ce que ce titre va nous emmener? Je voulais juste savoir pourquoi il y a cet animal sur la... Alors, si je peux avoir le livre, je vais vous lire le préambule. Alors, je vais être obligé de prendre mes lunettes. Ouais. C'est pas obligé, c'est les... Et d'ailleurs, dans les histoires, on revient à ces chouettes et ces hiboux. C'est donc une phrase du philosophe allemand Hegel. C'est au crépuscule que l'oiseau de Minerve prend son envol. Et donc il y a cette chouette effraie sur la couverture, qui a été dessinée par quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Nadia Charles. Et c'est au crépuscule que l'oiseau de Minerve prend son envol. Ça veut dire qu'on peut pas analyser les choses à chaud. Il faut attendre que la nuit passe, que le jour passe, et seulement à la nuit, comme on dit, la nuit porte conseil, c'est un petit peu ça aussi. Que les ardeurs retombent. Seulement quand il s'est passé un certain temps, qu'on peut analyser une situation a posteriori. C'est ce que fait la grand-mère dans la première nouvelle, et dans GN aussi, c'est le sens. Hein, il revoit toute sa vie et il en conclut certaines choses. Puis il y a aussi une chose qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des choses qui mettent un peu de temps avant d'arriver. Ben voilà. Et parfois, il faut du temps avant que ça arrive. Et ça aussi, être patient, savoir qu'il y a un moment où on va se libérer, où on va dire les choses. Mais ce moment-là, on ne peut pas le précipiter ou l'anticiper forcément. Oui, mais c'est pas à chaud. Surtout, c'est pas à chaud. On peut pas tirer de conclusion à chaud. Et donc, je reviens sur GM, la troisième nouvelle. C'est ce garçon de 6 ans qui est battu, qui est tout le temps battu, le souffre-douleur de son père, qui est alcoolique. Et depuis l'âge de 6 ans, il a un désir de mourir. Et oui, Là, c'est fort, quand même. Il n'a pas de solution. Il cherche, il essaye, il n'y arrive pas. Il essaye de mettre fin à ses jours. Oui, il pousse cette sur la fenêtre. Il pousse sur la fenêtre de toutes ses forces et la fenêtre cède pas. Ouais, cède pas. Oui, parce qu'il n'a pas d'autre solution. La vie est un enfer pour lui. Ouais. Et donc, pour lui, bon, ben, il n'y a pas cette solution. Et puis, même sa mère aussi dans l'histoire, quand sa mère essaye de le défendre, sa mère se ramasse aussi des coups. C'est sous fond d'alcool. Oui. De déchéance aussi, puisque le père a perdu son travail. Il avait un métier prestigieux de cascadeur, donc et il perd tout. Donc toute la famille s'en ressent. Ouais. Et il va faire tout ce chemin pour essayer de trouver une place dans la vie, dans la société. Et en même temps, son père qui le bat, il l'admire et l'aime en même temps. Quoi. Il a des sentiments contradictoires, ce qui est souvent le cas des enfants martyrs. Toujours. L'enfant maltraité aime son parent qui le il y a l'histoire du syndrome de Stockholm. Oui, exact. Et puis il prie. Alors, il prie énormément. Il prie énormément. Ça c'est. Mais parce que c'est pareil, c'est un recours. C'est comment dire, un pis-aller. C'est comme il y a personne à qui il peut se confier, ou à qui demander une protection. Il se réfugie, dans une prière un peu, la foi du charbonnier, un peu, quoi. Il est dans cette chambre et il prie, voilà. Et puis, par moment, quand il y a des petites fenêtres, quand même, de douceur, dans la famille de sa mère, là. À l'occasion de vacances, dans le sud. Il y a des petites... Et donc là, tout d'un coup, ça y est, il ne prie plus. Mais oui, il a moins besoin il a moins besoin. Voilà. Et puis ça revient. Celui-là, parmi les trois, il est quand même. C'est peut-être celui qui est le plus difficile à lire parce qu'on se dit, mais quand ça va se finir, quoi. Quand ça va s'arrêter pour ce petit, parce que au fur et à mesure de l'histoire, ça ne peut s'arrêter que brutalement et dramatiquement de toute façon, puisque c'est une spirale, hein, la violence. On voit en ce moment, il y a une petite fille de 2 ans qui a été battue à mort. Oui, Eliana. Voilà. C'est des choses épouvantables et qui pourtant recommencent toujours. Et la question revient toujours de savoir comment des parents transfèrent leur mal-être
dans des violences sur leur enfant. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé de réponse. Non, parfois c'est la reproduction de ce que même ils ont vécu, mais pas nécessairement. Tout à fait, oui, c'est vrai aussi. Et souvent, il y a aussi quand même les problèmes de l'alcool, de la drogue, de la misère, voilà, tout ça s'ajoute et fait que on n'a plus vraiment des comportements humains. Alors bon, Christophe Chabiran, c'est pas que un auteur de nouvelles, c'est aussi un auteur de romans policiers. Oui. Voilà. Oui. Donc on a les 4 là, Durata et Soleil Noir, Les Gouttes d'eau, Toccata Fugue et Diabolique. Ouais. Alors, moi, j'en ai pas lu, donc je peux pas vraiment en parler parce que il faudrait que je commence à lire de vos romans. Alors, si vous pouvez nous en présenter un, ou le dernier. Je vais plutôt présenter les 4 en même temps, puisqu'il y a des constantes dans les 4 ouvrages. Dans chaque ouvrage, il y a 2 grosses nouvelles, un petit peu comme dans Origine. D'accord. Et on retrouve mes 2 mêmes lieutenants de police, Picard et Casambeau, qui sont bien créoles, qui mangent le curry, qui chassent les guêpes, etc., etc. Et ça me permet aussi de promener mon lecteur dans les endroits que j'aime bien, dans cette île que j'aime tant et depuis si longtemps. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc oui, ça a quand même un fond où ça se passe ici, à l'île de la Réunion. Oui, la collection, c'est Pomme, policier outre-mer. Donc ça pourrait se passer aux Antilles, en Guyane. Moi, je connais bien la Réunion, je situe toutes les... Oui. Parce que dans vos nouvelles, quand même, il y a un petit côté universel. Hein, ça pourrait se passer... Bon, c'est vrai que des fois, vous plantez le décor à la Réunion ou en Vendée, mais ça pourrait se passer... Oui, bien sûr, c'est un support. Là. Dans les nouvelles, dans les nouvelles, c'est un support. Je ne suis pas un écrivain régionaliste. Non. Hein, ça porte à l'universel, ça porte à des histoires qui pourraient se passer partout. Là, ça se passe particulièrement à La Réunion. Dans les romans policiers, c'est la volonté de la collection. D'accord. Alors, bientôt, on vous revoit des salons, des... Oui. Alors, il va y avoir à Saint-Paul, là j'ai appris ça il y a peu, c'est un salon du livre qui aura lieu sur le marché couvert de Saint-Paul. Alors, ça sera le 27, 28, 29 mai. Je cherchais les dates. Et moi j'y serai d'ailleurs présent le 28 pour Origine et mes autres ouvrages. Et le lendemain, le samedi, avec CPM pour l'album jeunesse aussi. Hein, on vous a reçu ici. Avec, et d'autres livres en sortie, en préparation. En ce moment, il y a plusieurs projets. Il y a un projet d'un autre album jeunesse, toujours avec CPM. Et il y a un roman policier qui est en lecture chez Amphi. Oui, il va falloir que je me dépêche de lire les 4. Et puis, je suis en train de peaufiner un autre recueil de nouvelles, mais là, très courte, comme mon format habituel. D'accord. Et donc, vous avez profité de ce confinement pour écrire plus ou... Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Parce qu'on peut croire qu'avec le confinement, tout le monde a un peu plus de temps et donc on ne... Mais pas tellement, parce que ma femme aussi était confinée, donc elle était là. Et moi j'aime bien... Ça va être sa faute, J'aime bien être seul et tranquille pour écrire, pas de musique, pas de... Juste. Oui, non, mais... Je suis pas pressé non plus. Hein. Je veux dire que j'ai tout mon temps pour écrire. Donc... Une question sur cette actualité. On se donne 2 mois pour sortir de ce contexte sanitaire. Ça va apporter quelque chose à l'inspiration. Ça va apporter quelque chose à l'écriture ou pas ? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas tellement de projets liés à cette histoire de confinement. Non, pas pour écrire. Ouais. Dans le ressenti. Dans le ressenti, oui, parce que là, on est quand même bien bloqué, quoi. Je veux dire que moi, qui suis musicien, il n'y a plus rien depuis pratiquement 6 mois. Hein. Oui, les concerts de jazz, ça doit manquer. Oui, les concerts, même les répétitions, hein, puisque là, actuellement, on peut pas répéter non plus. Ah, d'accord. C'est pas facile parce qu'il faut être chez soi. Je crois que c'est le 9 que les terrasses, que les restaurants, les cafés vont ouvrir. Oui, mais ces pauvres restaurateurs qui ont bien souffert avant qu'ils se refassent une santé financière et qu'ils reprennent des musiciens, je pense que ça va pas être immédiat. Hein. Non, je pense. Enfin, à moins que l'État efface un peu les ardoises. Il faudrait, ça serait son rôle. En tout cas.
Donc ça devrait aller en ce sens-là. Mais j'espère en tout cas. On espère aussi. On retrouvera notre réunion d'avant. On vous voit au Salon d'Athéna ? Oui, au Salon Athéna. En octobre, ça arrive, hein, c'est un peu plus... C'est en octobre et je serai invité avec des auteurs métropolitains, dont Franck Tillier. De polar, d'ailleurs. Ouais, des auteurs de polar. Oui, qui arrivent. Et aussi des auteurs réunionnais. Il y aura une table ronde sur le polar. Une sorte de conférence, quoi. Pendant la durée du salon. Et puis j'y serai aussi, bien sûr, pour dédicacer mes ouvrages sur les différents stands. Ouais. Merci, Christophe Chabiran. Et une dernière, il y a une dédicace à la librairie Gérard le 5 ou 6 juin. C'est un samedi, je ne sais plus, le 5 juin. D'accord. Ouais. Je crois que c'est un samedi. Si vous avez... On va essayer de le rappeler une fois ou deux. Oui, c'est un dimanche. Le 7, c'est un lundi. Donc c'est le 5. Ouais. Le 5 juin, la librairie Gérard à Saint-Denis, en compagnie de CPM. D'accord. Merci, Christophe Chabiran. Merci à vous de m'avoir reçu et à bientôt. Kulsum Lelibou, qu'on va retrouver juste après. On va regarder un petit reportage ou un documentaire que nous a amené Maëva Lebrun, qu'on va retrouver juste après pour en parler. On regarde ce reportage et on se retrouve juste après. Bienveillance, de respect, d'authenticité. Nature. Et toi ? Je vous propose maintenant de ralentir. Installez-vous. Je vous partage cette éclosion que nous avons commencé à vivre et que nous continuerons peut-être à vivre. À notre petite échelle, puis un peu plus large, puis un peu plus large. Woman, femme, in motion, en mouvement, avec cette notion d'action. La société actuelle est-elle vraiment consciente du pouvoir que chaque individu a véritablement ? On est tous obligés de s'éloigner alors que justement on devrait tous se rapprocher et s'unir et prendre conscience que si on ne le fait pas, ce sera trop tard. Voilà. Chaque individu est-il bien conscient que le changement passe avant tout par lui-même ? Plus et en s'éloignant de soi. Et donc aujourd'hui, oui, c'est urgent de revenir à soi. Aujourd'hui, nous savons que nous devons prendre soin de la Terre. Mais pourquoi cela tarde-t-il à venir ? Les informations ne manquent pas à ce sujet. Mais que manque-t-il ? Qu'y a-t-il de trop ? Il y a des personnes qui sont vraiment dans un rythme effréné, à être sans arrêt, allez, on se lève, on prépare les enfants, on va au travail, on enchaîne, on travaille toute la journée, on déjeune, on n'a pas beaucoup de temps pour manger, on rentre, il y a les enfants, il y a le ménage, il y a tout ça, et la cuisine, et après on dort, on n'a même pas le temps des fois de trouver un temps pour soi, mais alors, comment on fait ? Et comment nous les femmes aujourd'hui on a envie de se positionner dans le monde, ce qu'on a envie d'apporter au monde et le regard féminin au sens large. Avec un petit groupe de femmes qui a commencé à grandir, puis grandir. Toi, t'es-tu déjà posé la question ? Oui, toi. Et c'est ici, avec à ce jour plus d'un tiers du territoire classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sur l'île de la Réunion, qu'est né ce projet.
des femmes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Elles se sont regroupées en milieu naturel. Tantôt des paysages arborés, marins, de savane ou volcaniques. Un essentiel qui nous est visible à tous, c'est cette nature qui nous entoure, nous nourrit, voir la poésie du monde en fait. La Réunion, c'est la terre de mes essentiels. C'est là où je suis née. C'est la terre qui me nourrit. C'est un endroit qui réunit vraiment tous les éléments dont j'ai besoin dans la vie. Les couleurs, les matières, les textures, les gens, les connexions. Notre environnement est juste le reflet de notre intérieur. Le fait d'être à l'extérieur, la nature, le soleil, ce qui nous entoure, on est libre en fait. Ce projet, c'était vraiment pouvoir montrer ce lien vraiment très profond, cette essence féminine qui existe vraiment entre toutes les femmes, dans tous les pays, à travers toutes les époques, cette essence même, ce cœur. Alors ce qui nous différencie, c'est nos histoires à chacune. Et ce qui nous lie, c'est ce féminin, cette féminité, être femme. Parce que quand on parle de féminité, où on en est de sa féminité ? C'est quoi notre rapport à la féminité vraiment ? Où on en est ? C'est un projet qui répondait très fortement à un besoin, à une envie de devenir la femme que j'ai envie d'être en fait. Moi, personnellement, dans mon quotidien avec les femmes, j'ai quasiment pas d'amies femmes, très peu. Je sais que là, par le biais de ce projet, j'ai gagné en confiance en moi. Ça a changé ma relation à la femme en fait, avec les autres femmes. Mon regard a changé là-dessus. Quelque chose qui est abstrait. La féminité, on peut pas l'attraper, on peut pas la toucher. Atelier après atelier, elles ont pu se révéler à elles-mêmes, découvrir toute leur richesse, leur beauté, et ainsi améliorer leur qualité de présence. Les femmes sont rentrées dans ce projet parce qu'il y avait de la danse en priorité. Et elles ont trouvé même plus que de la danse. Et puis la danse, moi, c'est depuis petite, c'est une manière d'exprimer. Elles ont trouvé une reconnexion à elles-mêmes. Dans certaines parties du monde où on valide finalement le fait de devenir un homme, le fait de devenir une femme. Par ce projet leur donnait le droit d'accéder à leur féminité. Dans la grande danse commune, il y a cette notion de respiration, parce qu'on a besoin, dans le monde actuel, de respirer, vraiment de respirer. Tel que l'on est. Dans Women in Motion, il y a plein de moments de connexion comme ça où c'est waouh. Le groupe et cette énergie, on est tous liés finalement. Donc,
Et en fait, l'égrégore, c'est déjà la somme des énergies psychiques de tout le monde. Même dans un groupe silencieux, même s'ils ne disent pas un mot, vous voyez qu'il y a une atmosphère qui s'en dégage. Comme une onde. Oui, une onde. Il y a des valeurs féminines et des valeurs masculines. Et on a besoin vraiment des deux pour avancer. Que les personnes se reconnectent à leur authenticité, en fait. Quand on se connecte vraiment à soi, on peut se connecter à l'autre. On a vraiment le choix de notre vision des choses. Dans sa vie, on s'est peut-être un peu menti à soi-même sur certaines choses. Alors on a des rendez-vous par-ci par-là et des rendez-vous avec soi-même. Alors, c'est quand? Ça m'aide à faire des choses pour moi, à agir en fonction de moi, en fonction de mon sens. On dit beaucoup de bienveillance. En général, quand on parle de bienveillance, c'est appliqué aux autres et on oublie de se l'appliquer à soi-même. Qu'est-ce qu'on lègue aux générations futures ? Moi, c'est comme si je retrouvais mes racines, en fait. C'est mes racines, c'est ce que j'ai envie de transmettre à ma fille. Ici, c'est l'endroit idéal. Je ne verrai pas ma vie ailleurs. C'est mon petit coin de paradis. On lègue beaucoup de soi. Tout ce qu'on dit, mais encore plus ce que l'on ne dit pas. Qu'est-ce qu'on lègue aux générations futures ? On laisse des bouts de soi. La transmission, c'est ce que l'on reçoit et ce que l'on donne. Et toi, maintenant, tout de suite, que fais-tu ? Mais comment te sens-tu ? Regarde à l'intérieur de toi, tout à l'intérieur de toi. Et essaie de te demander ce qui est juste. Vraiment, ce qui est juste et authentique.